Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité, mais alors là, nous nous dirigeons dans les plus hautes sphères du monde sportif. Vous allez découvrir dans l'une de ses carrières, il a été homme de communication. On peut le considérer comme un gourou des communications au Québec. Aujourd'hui, il amène cette expertise dans le monde du sport. Messieurs, dames, nous avons un grand honneur d'accueillir le président des Alouettes de Montréal pour sa famille, ses ancêtres. Je me dois de vous dire, messieurs, dames, signori e signore, e vi presento el presidente dei Montréal Alouettes. Alors, messieurs, dames, accueillons sans ne plus tarder Mario Cecchini. Buongiorno, signor Joseph, buongiorno. Come stai, signor? Molto bene, molto bene. Tutto va bene? Buono, buono. Tutto va bene, sì. Écoutez, on est plus que fébrile et surtout honoré que de vous avoir à Coconut Podcast. Je me dois de dire, Monsieur le Président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini, come stai? Sincèrement, merci de m'accueillir de cette façon et je vous dirais que tout l'honneur est pour moi. J'ai vu la liste de vos invités. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous parle aujourd'hui devant la panoplie de gens qui passent à votre micro. Vous êtes bien gentil de m'avoir avec vous. Ben, merci à votre équipe et à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je pose à tous mes invités, comment ça va en cette période de confinement, déconfinement? On sait qu'il y a eu un arrêt. La saison de la Ligue canadienne de football, il y a eu une pause qui a été mise. Ça a permis de restructurer certaines choses. Il y a certaines nouvelles qui vont être annoncées par notre commissaire, Monsieur Randy Ambrosie. Monsieur le Président, comment ça va sur le plan professionnel, comment ça s'est orchestré et sur le plan personnel, la famille, on va en parler un peu plus loin. J'aimerais vous entendre. Ben, d'abord, au niveau professionnel, ça a été une année assez, évidemment, il y a deux façons de regarder ça. D'abord, au niveau professionnel, quand je pense au football, quand je pense aux Alouettes, c'est bien entendu que ça a été une année excessivement frustrante avec tous ces dérivés. On arrive en poste avec un nouveau propriétaire, avec un nouveau DG, Donato Maciocia, qui était bien parti. On avait le vent dans les voiles, les ventes, les commanditaires, c'était bien parti. Et malheureusement, le 12 mars arrive et on se fait dire à ce moment-là qu'on s'en va 2 semaines en vacances, si vous vous rappelez bien. Oh. Et on est aujourd'hui 8 mois plus tard avec une saison qui a été annulée. Après avoir dit tout ça, par contre, on fait vraiment faut faire un effort à chaque fois. Il faut se rappeler qu'à chaque fois, il y a des gens, évidemment, qui ont vécu des situations beaucoup plus difficiles. Ouais. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi. Il y a des gens qui ont évidemment des pertes de revenus importantes. On parle des commerces qui sont menacés, la raison de vivre. Alors, quand on regarde ça, on dit, bon, nous, on est quelque part, on est fortunés, on va passer au travers. Fait qu'on pense beaucoup à ceux qui peut-être sortiront pas de cette crise-là de la même façon que les Alouettes vont le faire. Puis évidemment, ensuite, on ne peut pas s'empêcher non plus, surtout en ce moment quand il y a beaucoup de discussions, hein, si on devrait confiner, déconfiner, on fait des comparaisons avec d'autres pays. Je voudrais pas, moi, qu'on oublie à travers ça, parce qu'on le disait beaucoup au début, puis on dirait qu'avec le temps, on l'oublie. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent pour nous. Encore beaucoup de gens qui font des 16 heures, du temps supplémentaire dans les hôpitaux, les préposés, les médecins, les politiciens. Alors qu'on soit d'accord ou non avec leurs décisions, on sait qu'ils ont des journées de 18 et 20 heures. Alors il faut penser à ça aussi. C'est aussi ça une pandémie. C'est la première fois pour tout le monde. Alors on est là-dedans. Comme on a dit souvent, on n'est pas nécessairement tous dans le même bateau, mais on est dans la même tempête. Et si on s'aide un peu à arrimer tout ça, on va pouvoir mettre ça ensemble, effectivement. Et
on sait que derrière tout grand homme de votre trempe, eh bien, il y a une tendre moitié qui vous accompagne sur une base quotidienne. Également, vous avez vos deux filles, alors Samantha et Jessica. On parle de Madame Ouais. Danielle, votre femme. Comment Ouais. ça s'orchestre? Écoutez, moi, j'ai de ce côté-là, au niveau personnel, Ouais. j'ai vraiment, je suis l'homme le plus choyé au monde. J'ai vraiment une femme extraordinaire. D'abord, Danielle Simard, vous l'avez nommée, qui pendant longtemps, Danielle continue d'être mon inspiration à chaque jour. On a mis sur pied une fondation familiale Événement il y a Victoire. 13 ans. Événement Victoire, effectivement, que Daniel a présidé et a mené. Et on a remis, après 15 événements, plus de 1 million à la Fondation du cancer Oui. du sein du Québec, à bout de bras, bénévolement à 100%. Alors ça, c'est après qu'elle se soit relevée donc En 2007, de sa là. bataille avec le cancer du sein en 2007, effectivement. Fait que de ce côté-là, moi, dans le contexte où je suis, on n'a pas le droit de se plaindre jamais parce que Daniel a vécu des choses à se relever. Elle nous a montré comment combattre, comment garder le sourire, comment aller de l'avant parce qu'elle a tout fait ça avec une énergie extraordinaire. Je pense que mes deux filles, on s'est tous énergisés autour d'elles lorsque ça s'est passé. Et mes deux filles aujourd'hui, dont je suis très fier aussi, Samantha et Jessica, effectivement, qui une est encore à l'université. Il y en a une qui a Jessica est à 22 ans, l'université, l'autre Samantha. 26, là, à peu près, là. Et voilà, Samantha a 26 ans, est à Tourisme à Montréal. Alors, elle aussi a vécu une année excessivement particulière. C'est un secteur qui est touché. Oui. Et Jessica étudie, a gradué en Human Relations de chez Concordia et vient d'avoir son premier stage maintenant pendant les cours de l'Université de Montréal. Fait son premier stage pour travailler de connexe avec la DPJ, justement. C'est très à propos en ce moment de s'impliquer donc dans la communauté, avec les familles d'accueil et tout ça. Donc, on est à l'aube de belles choses. Et mais oui, au niveau personnel, je suis l'homme le plus gâté du monde, effectivement. Ben ça, on est content d'apprendre ça. D'ailleurs, vous avez cette réputation d'être quelqu'un, d'être un battant, mais avec une joie de vivre. Alors ça, vous le partagez sur une base quotidienne au sein des Alouettes aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Mario Cecchini, on va apprendre à connaître aujourd'hui, comme je t'ai présenté en introduction, ce gourou des communications. Mario Cecchini, on apprend qu'il va grandir Sainte-Catherine, puisqu'il va fréquenter l'école Charles Lemoine. Est-ce que nos recherchistes ont fait un travail qui se respecte? Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai un très fier gradué du Collège Charlemagne de 81. Ouais, Alors, okay. Une autre époque du collège, par contre, c'était vraiment, en fait, on était dans les premières cohortes. Le collège a été fondé en 75. Alors, on était vraiment dans les premiers gradués vous, en qui avaient fait 76, 5 ans là, au complet. Okay. Moi, j'ai commencé en 76. Okay. J'ai gradué en 81. Évidemment, je garde des excellents souvenirs. On avait d'ailleurs, en secondaire 5, une équipe de football interne, parce qu'il n'y avait pas encore de football extérieur. Et on s'appelait les Gazelles Roses. Et on avait teint nos gilets blancs en rose. C'était à l'époque de Pink Panther. Fait qu'on avait trouvé intéressant ça. D'analogie avec ça. Évidemment, on trouvait que ça courait vite, une gazelle. Alors, on avait beaucoup de plaisir avec ça. Mais ça a été des belles années et ça a été ce que j'appréciais le plus aussi, évidemment, à cet âge-là. À 14 ans, à ce moment-là, c'était l'horaire. Oui, autour de 15-16 ans. Okay. C'était parce qu'on terminait les cours à 13h25. Donc, on était à la maison à 14h15. Et qu'est-ce qu'on faisait à 14h30? On allait tous jouer au football jusqu'à 4-5 heures, jusqu'à temps que les parents arrivent. On allait au parc. Alors, c'était le fun parce qu'on pouvait combiner un peu d'espèces. Vous savez comment les garçons ont besoin de bouger à cet âge-là. Donc, on pouvait tout de suite, après les cours, bouger. Puis on faisait des devoirs le soir. Puis on était donc dans un état d'esprit qui était beaucoup mieux, qui était très bien au fond. Alors, c'était d'excellents souvenirs du collège. OK, donc il y avait les gazelles, mais on apprend également que Mario Cecchini
vers 13 ans, 14 ans, tu vas corriger pour nous, il prenait le métro. Puis là, il se rendait au stade olympique pour aller assister au parti des Alouettes de Montréal. Puis là, c'est quand même intéressant également. Il y a un joueur hawaïen qui jouait dans ces époques-là. Nous autres, on l'a pas connu, là. Junior Ayu, qui était vraiment ce joueur qui a marqué une génération. Mario Cecchini, est-ce que tu te rappelles de cette période où ce que tu te rendais tout seul, puis là, il y a les gens, ils festoient dans les estrades. Il y a des fois un peu de bière qui se versait sur toi. Puis là, quand tu rentrais à la maison, papa, maman, ils se disaient, Mario, t'as-tu bu une petite affaire? Puis là, Mario était tout gêné. Non, c'est les spectateurs qui m'ont renversé ça. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a déjà un déclic. On est dans les années 70, 72, là, si ma mémoire peut être fidèle d'après le dossier de recherche qu'on m'a donné. Tu corrigeras pour nous. Mais il y a même aussi cette période où ce que tu vas regarder, c'est une finale. Ben non, c'est une finale de division d'AFC. Qui va opposer les Raiders d'Oakland aujourd'hui aux Steelers de Pittsburgh. Hein, Mario? Puis là, il va y avoir des Immaculate Reception, c'est-à-dire l'attraper, mais c'est quasiment un don de Dieu. Ouais, voilà. Et puis là, on a ce quart arrière des Steelers, oui. Là, il va faire cette passe. Et là, elle va rebondir sur un des autres joueurs. Il va y avoir un attrapé. Il va filer. Et puis, ils vont gagner 13-7. Là. Puis là, Mario va se dire, je viens d'assister à un moment historique. Certains commentateurs disent que c'est peut-être le moment le plus historique là, dans la NFL. J'en doute un peu. Mais ça a marqué un peu ta vie, et c'est à ce moment-là que tu vas t'intéresser d'autant plus encore au football. Peux-tu commenter cette période, Mario, quand tu allais au stade, le final? Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites, effectivement. Mais si je commence d'abord par les Alouettes, effectivement, c'était une autre époque. Alors, à 11 ans, 12 ans, il y avait les billets de 4 pour aller au stade olympique. Donc, les Alouettes ont commencé en 77 au stade olympique. Le premier match était au mois d'octobre contre Ottawa, si ma mémoire est bonne. Alors, moi, à ce moment-là, j'ai 13 ans. Et puis, j'ai dit, écoute, il n'est pas question de manquer ça. Donc, on part. Puis là, le métro, c'était très facile. On restait à l'intérieur, donc on pouvait pas vraiment se perdre. Ça a été une époque du football canadien à Montréal qui était absolument extraordinaire. D'ailleurs, les années 70, les jeunes aujourd'hui n'ont pas vécu ça. Écoutez, les années 70, c'est 3 coupes Grey. C'est 5 coupes Stanley, 6 coupes Stanley, je pense. Wow. C'est la victoire de Gilles Villeneuve en 78. C'est évidemment les Olympiques à Montréal en 76. C'est les Expos qui commencent à devenir une équipe très compétitive vers la fin des années 70. On a des grands noms qui viennent jouer à Montréal aussi. Le championnat de tennis qui débute. Ça a été une décennie extraordinaire. Et effectivement, le stade à ce moment-là, c'était grand. Moi, je me rappelle pas la première fois que tu rentrais au stade. C'était grandiose. On voyait ça. C'était extraordinaire. Le monde s'était donné rendez-vous là avant, en 1976. C'était vraiment quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, oui, effectivement, dans les matchs des Alouettes, à ce moment-là, il y avait 50, 55, 60 000 personnes pour un match régulier au stade. Alors oui, la bière, en fin de match, pouvait déborder les verres des autres et tomber sur les plus petits qui étaient en dessous, qui recevaient les gouttes. Ça m'est arrivé quelques fois. J'étais avec mes collègues et j'étais avec mes chums, évidemment. À cette époque-là, on avait tous 12, 13, 14, 15 ans. Mais effectivement, l'histoire d'amour avec le football, au-delà des Alouettes, où j'ai des vagues souvenirs de la Coupe Grey 70 parce que j'avais 6 ans, mais un souvenir très clair, c'est le jeu que vous décrivez avec Franco Harris, qui capte la passe de Terry Bradshaw, une passe à toute fin pratique ratée sur le dernier jeu du match. Il n'y a plus de temps au cadran. Le ballon rebondit sur le casque d'un défenseur pour revenir à 1 pouce du sol à Franco Harris. Il l'attrape à 1-2 pouces du sol.
qui, lui, dans le fond, a presque pas d'affaires là. Il fait juste courir, puis il suit le jeu, parce qu'il pense peut-être que c'est fini. Il va peut-être aller bloquer, mais il est loin du jeu. Le ballon revient vers lui, tombe dans ses mains, capable de courir le long des lignes de côté à sa gauche et pénétrer facilement, sans être touché, dans la zone des buts. Plus de temps au cadran, championnat. Et c'est là que la dynastie des Steelers a débuté. Alors, aujourd'hui, depuis ce jour, j'ai toujours été fan des Alouettes d'abord, des Steelers ensuite. Et là, en ce moment, j'en profite. Là, au moment où on se parle, on est au mois de novembre, les Steelers ont 9 victoires et aucune défaite. Donc, on vit une saison de rêve au moment où on se parle. Mais c'est vraiment... et j'ai eu l'occasion pour mettre la cerise sur l'anecdote. Je suis allé au Heinz Field voir les Steelers l'année passée au mois de décembre. Je vais assez régulièrement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Franco Harris. Parce qu'on était des invités, on était dans la loge. Et Franco Harris est venu faire son tour. Alors, j'ai une photo dans mon téléphone. Absolument extraordinaire. C'est vraiment... ça, c'est le début du football pour moi, mon amour pour ce jeu-là. Qui, je peux vous en parler pendant des heures parce que c'est vraiment... je trouve que c'est en lien avec la société aussi. Mais ça, on pourra y revenir après. On va y revenir dans quelques secondes, mais cette relation avec l'acier, tu sais, steel en anglais, Pittsburgh, mais tu nous parlais que, bon, toi, t'es rentré en poste le 13 janvier 2020, donc ça fait 8 mois, là, à peu près, et celui qui t'a embauché, entre autres, l'anecdote de Franco Harris a servi, là, quand même, parce et surtout le fait que tu te rendais au stade olympique et tu connaissais vraiment l'histoire profonde des Alouettes, ça l'a servi à ton embauche, mais on a quand même notre propriétaire des Alouettes de Montréal, je pense qu'il est à la tête de Crawford Steel, qui est une compagnie qui œuvre, ils ont même des compagnies en Abitibi et autres au Québec, mais eux autres, ils œuvrent dans l'acier. Il est basé en Ontario. Et Monsieur Stern, quand même, toi, tu trouvais ça quand même assez anecdotique que tu aies eu cet amour et encore aujourd'hui pour les Steelers de Pittsburgh et aujourd'hui, celui qui t'embauche pour tenir les rênes de son équipe de la Ligue canadienne de football, eh bien, c'est un magnat de l'acier au Canada. Écoute, tout un addon. C'était prédestiné. Mais oui, effectivement, il est à la tête de Crawford Metal. Gary et son beau-père, Sid Spiegel, ont, je crois, 18 usines à travers l'Amérique, dont effectivement Longueuil et Abitibi. Mais ça va jusqu'en Alabama, ça va répartir aux États-Unis beaucoup. Très, très actif. Évidemment, ça l'a amené aussi à avoir d'autres business, des centres d'achat, tout ça. Mais effectivement, c'est un homme qui a une réussite en affaires extraordinaire et un grand passionné de football canadien aussi. Alors, c'était, quand je suis rentré dans le bureau pour discuter avec Gary au mois de janvier, c'est quand même assez incroyable là, que ce soit quelqu'un qui est dans l'acier, dans le métal, avec qui je suis quand même, là, ça c'est... Puis c'est vraiment, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'univers qui nous emmène ensemble. Et ensuite, suite à tes études, bon, tu vas venir à quitter la belle province. Tu vas t'installer juste à côté pour poursuivre tes études qu'on pourrait considérer collégiales, universitaire collégial, ouais, c'est ça. Ouais. Le collège Algonquin, parce que c'est très bilingue, je me faisais dire. Donc là, tu vas vraiment parfaire ton anglais, parce que l'une des conditions qui était un prerequisite, si on peut dire ainsi, un prérequis de notre propriétaire, Monsieur Stern, c'était que le prochain président des Alouettes soit parfaitement bilingue. Est-ce que ton passage à Ottawa a contribué à améliorer la langue de Shakespeare, Mario Cecchini? Oui, absolument. Absolument. Ça a été de vivre dans cette ville-là. L'école était francophone. Mais évidemment, tout le contexte social. En fait, l'école était bilingue. Mes cours à moi étaient en français, mais le contexte social autour de l'école, c'était à 90% anglophone. Donc, si on voulait socialiser, si on voulait rencontrer des gens, il fallait donc
c'était beaucoup plus facile si on développait ce côté-là. En grandissant aussi à Saint-Lambert, il y avait quand même une communauté anglophone aussi. Donc, quand on est jeune, on joue au football, on joue au hockey, on joue au baseball, tout ça. Donc, il y a aussi un contexte où il y a des anglophones là. Mais là, tu es vraiment dans un contexte, je te pourrais dire d'affaires, pas d'affaires, mais d'études. Donc, t'es pas submergé, mais tu subis comme une immersion. Donc, tu n'as pas le choix d'améliorer tout ça. Puis c'est quand tu es en contact avec des anglophones purs, tu penses que tu parles anglais avant, mais évidemment, l'accélération avec le contact au quotidien va encore beaucoup plus loin et exactement, t'amène avec un langage beaucoup plus élaboré aussi. Donc, non, pour moi, ça a été une très bonne affaire parce que le métier que j'ai choisi après m'a amené aussi à travailler au Canada anglais beaucoup. Même à déménager à Toronto à un moment donné. Avec tout ça, ça facilite un peu, évidemment, cet apprentissage-là a facilité la suite. Mais il faut quand même dire que tu es polyglotte. Tu parles quand même l'italien relativement. On voit de par ton nom de famille, tu as des origines. L'apport de maman, papa, est-ce que tu préserves quand même l'héritage linguistique qui est tien en quelques secondes? Oh ouais. Absolument. Ma mère, d'abord, est francophone, il faut savoir. Ma mère est née à Rosemont. Mon père, lui, était italien. Alors, c'est de là qu'est venu. C'est pour ça que j'ai l'accent que j'ai, parce que c'est ma mère qui était à la maison. Accent oui, exactement. Mais définitivement, on conserve, avec mes filles et ma famille, on a pris des cours d'italien même pour s'assurer, parce que mes grands-parents sont décédés. J'avais moi-même 12 ans, donc j'étais jeune. J'ai l'oreille, je les entendais plus parler assez jeunes, donc mon père avait plus l'occasion de parler. Fait qu'on a pris beaucoup de cours. On est allé en Italie souvent. On a pris des cours pour bien comprendre. Ma fille a travaillé en Sicile durant un été. Fait que oui, on conserve avec beaucoup de fierté l'histoire et l'historique. Puis quand j'étais jeune, j'avais encore des cours de latin. Au collège Charlemagne, j'avais du latin dans ces années-là. Okay, donc, évidemment, qui dit latin dit Rome. D'ailleurs, derrière moi, vous avez des Jeux de César. Ouais. Alors, il y a vraiment tout le côté historique. Je suis un maniaque d'histoire. Tout ça s'est enchaîné. Alors oui, le côté italien, même si on ne le vit pas au quotidien, mais il est très, très important pour nous. Mes grands-parents parlaient que italien ou à peu près. C'est-à-dire ils parlaient français, mais ils ne pouvaient pas lire en français. Donc, ils ont fait leur chemin ici en italien, en étant d'abord italiens, évidemment. Fait qu'ils sont arrivés, l'histoire classique via New York. Ils sont venus ici à Shawinigan parce qu'il y avait le travail était là-bas. Alors, c'est vraiment... non, c'est une belle histoire. Très fier de mes racines. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une fierté également. À la même période, il y a notre directeur général des Alouettes de Montréal. Nous, on l'appelle communément Danny Machocha. Coach Machocha, entre autres, là, les Carabins de Montréal. Il était aux Alouettes là précédemment, donc c'est un retour au bercail pour lui. Il est d'origine italienne également. Le sport est très, les Italiens, fils d'immigrants, vous êtes arrivés, vous vous êtes installés, vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, et de voir que ta communauté très férue de calcio, de football, soccer, de voir aujourd'hui qu'ils sont dans les différentes sphères sportives. Est-ce que ça crée un certain élément de fierté chez toi, quand même, dire la communauté avance dans le bon sens, puis est-ce qu'il y a un élément de fierté parce qu'on te reçoit à Coconut Podcast, car tu représentes cet élément, ce modèle qu'on tente de proposer aux jeunes qui sont en manque par moment de modèles, et tu en es un. Est-ce que tu es conscient de ça, Mario Cecchini? Écoutez, c'est des belles paroles que vous me dites là. C'est un bel honneur. C'est-à-dire je me suis toujours dit, on doit être un modèle pour nos enfants. D'abord. Et si on est un modèle pour nos enfants, ben on aura réussi quelque chose de déjà très, très bien. Tant mieux si l'histoire peut un peu inspirer, parce que oui, il n'y a rien de donné. Travailler fort, c'est pas un prérequis, c'est essentiel
de trouver sa passion, puis d'être capable de s'accomplir dans quelque chose que vous aimez d'abord et avant tout, ça devient... C'est là qu'on peut dire la fameuse phrase, je pense que c'est pas du travail. En ce moment, puis on parle aussi, moi, la fierté que j'ai beaucoup, c'est qu'on parle énormément en ce moment du français au centre-ville, là. C'est d'actualité, là, cette semaine. Je pense que la communauté italienne a toujours su, je pense, respecter le fait français, le fait québécois, tout en gardant ce côté-là qui appartient, qui est propre, le côté d'émotion, le côté de connexion latin. Donc, je pense que c'est au cœur de beaucoup d'Italo-Québécois de bien comprendre la communauté puis de naviguer là-dedans, parce que généralement, on décrit comme des personnes de cœur, des personnes qui s'attachent, des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales. Et quand ils adaptent, ils adaptent. Quand ils adoptent aussi, ils adoptent aussi. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment bien. Je pense que c'est une communauté, et il y en a d'autres évidemment, mais là on parle de la communauté italienne. Je pense que c'est très bien, très bien. Je pense que ça place au Québec. Je pense que c'est le fun d'avoir évolué ça, effectivement. En effet. Écoute, tu vas terminer tes études, tu vas décrocher un diplôme en publicité, en effet, et par la suite, écoute, ça c'est incroyable, tu vas directement accéder au monde médiatique. Ça, là, c'est quand même incroyable. En 84, aujourd'hui, bon, ça te rajeunit pas, mais tu as près de 37 ans dans le monde médiatique. Tu sais, tu vas commencer à l'âge de 23, 24 ans, assez jeune, tout de suite après tes études. Télé, médias. Est-ce que tu t'en rappelles quand même, c'était tout début, là? Ça, je trouve ça intéressant. On aimerait t'entendre quand même. D'abord, je vais vous c'est pas 23 ans, c'est 20 ans. 20 ans? C'est des choses qui aujourd'hui ne se voient plus beaucoup parce que le cours à Ottawa, c'était un cours qu'on disait spécialisé collégial. Il y avait 40 heures de cours par semaine, de cours. Aujourd'hui, ça ne se voit plus, ça. Le système scolaire est différent au Québec. Donc, le temps est raccourci. Et j'ai la chance de tomber sur un stage qui m'ouvre la porte sur CKC. Alors, la première impression, c'était de continuer les études. Mais on me dit, écoute, il y a une job de direction de recherche qui est toute la compréhension et la vulgarisation des codes d'écoute. Donc, la compréhension démographique, ce que j'avais étudié à Ottawa. J'accepte le poste 2 semaines avant mes 20 ans. Alors, quand j'ai passé l'entrevue, j'ai 19 ans. Jamais personne ne m'a demandé mon âge à ce moment-là, la personne qui m'a interviewé. Et j'accepte le job de 5 août et je commençais à travailler le 20 août 84 à CKC. Et écoutez, le 27 août, je vais toujours me rappeler, il y avait un premier meeting où je devais décortiquer les codes d'écoute qui venaient d'être publiés. CKC 730, qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est le 98.5 de l'époque. D'ailleurs, quand j'ai travaillé au 98.5, j'ai toujours dit aux gens, on va recréer ce que CKC était dans la radio privée des années 80, on va le recréer dans les années 2000. Et je pense qu'on a bien réussi. 98.5 est encore, même depuis que j'ai quitté, a continué à grandir de façon très, très forte. Donc, essentiellement, je me retrouve très jeune devant des Pierre Pascot, des Suzanne Lévesque, des Jacques Proulx, des Louis-Paul Allard, en meeting. C'est des géants. Donc, encore une fois, beaucoup d'humilité, beaucoup de préparation. Tu apprends très rapidement que c'est des gens qui, évidemment, des communicateurs hors pair, qui méritent un respect énorme. Donc, si comme eux se préparaient pour leur émission avec leur auditeur, moi, je me devais d'avoir la même préparation pour le feedback qui venait des sondages, où je devais interpréter, dans le fond, ce que les gens nous disaient, le comportement du consommateur ou de l'auditeur à travers les codes d'écoute. C'était très intimidant, mais en même temps, ça force à dire, écoute, chaque ligne, chaque élément que tu regardes. Alors, pour moi, ça, c'est pour ça. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je m'amuse souvent avec Danny, parce que quand je fais des analogies, j'ai toujours utilisé des analogies de football.
Mais là, quand je parle avec Danny, ça me fait tout drôle de faire des analogies de football, parce que là, je parle aux spécialistes, à ceux qui en connaissent autrement plus. Alors, c'est particulier. Mais à cette époque-là, c'était ça, parce que c'était vraiment le travail d'équipe, le travail de communication entre les joueurs. Chacun a son travail. Alors, dans une émission de radio, chacun a sa période, a son moment, a sa chronique qui apporte une diversité à chaque émission. Donc, je comparais ça toujours à si chacun joue son rôle, on ne peut pas perdre. Il l'exécute bien, donc on ne peut pas perdre. Alors, ça a été une époque extraordinaire, mais j'ai toujours été, je pense que je suis né sur une bonne étoile. J'ai été chanceux d'avoir ce patron-là dans mon stage qui m'ouvre la porte de la plus grande station, la première radio francophone au monde, avec la plus grande histoire. La radio francophone étant née ici à Montréal. Alors, c'est vraiment, pour moi, et quand j'étais jeune, c'est un des endroits auxquels je voulais travailler. C'est cassé, j'écoutais Bonsoir les sportifs avant de me coucher, une émission qui jouait à 11 heures, tous les résultats sportifs. Tout ça, là, c'était un rêve. C'était un rêve. Ma vie professionnelle, pour moi, est essentiellement un rêve réalisé. Je suis vraiment très, très gâté de ce côté-là. Ça, c'est intéressant. Puis, c'est très formateur également, le fait que tu rencontres les Proulx, Pascou. Moi, c'était 84, là. Je suis encore bébé, là, pas mal bébé. Ouais. Mais, à un certain moment, tu vas être à la tête de Radio X, tout un groupe, là, de chaînes de radio, choix. Puis là, il y a certains animateurs, bon, qui brassent un peu la cage. Puis, à un certain moment, il y a un journaliste qui va t'interviewer, va te poser la question. Est-ce que tu es à l'aise? Tu te dis, écoutez, quand vous avez croisé des Monsieur Proulx, des Monsieur Pascou, écoute, on a capté certains éléments qui nous permettent de relativiser certaines choses. Oui, j'aimerais t'entendre là-dessus, vite, vite. Oui, ben, absolument. D'abord, c'est vraiment un honneur d'avoir pu travailler, côtoyer, par exemple, ces géants de la radio-là, puis d'évoluer avec Télémédia. Moi, à compagnie aujourd'hui, Télémédia et Radio Mutuelle sont les deux compagnies qui ont formé Astral, quand Astral a acheté, et aujourd'hui qui est devenu Bell. Oui, Astral Radio qui est devenu Bell. Alors, pour les plus jeunes à l'écoute, ça a commencé par Télémédia dans les années 60. Ça a été vendu à 2002. Moi, j'étais là de 84 à 2002. J'ai fait 18 ans. Donc, j'ai vu la transformation. On a mis sur pied Rock Détente aussi à ce moment-là, qui était le premier succès québécois. Au niveau du branding aussi, où dans chaque ville, aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais à l'époque, c'était pas ça. Chaque ville avait sa radio Rock Détente à l'époque, qui est devenue aujourd'hui Rouge FM. Qui est devenu Rouge FM en 107, en 2011. Ouais. 107.3. 107.3 à Montréal. Ouais, à Montréal. 105.7 à Québec. Puis là, il y avait, chaque ville avait sa fréquence. Fait que ça m'a préparé énormément quand j'ai pris les rênes après ça de Chorus Québec. Ouais, c'est ça. Où là, encore une fois, là, on parle de Paul Arcand. On a embauché, après ça, Isabelle Maréchal. On a embauché Benoît Dutrisac, Paul Oud. On avait mis cette équipe-là sur pied, qui est restée ensemble pendant 10 ans. Alors c'était aussi une fierté professionnelle très, 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 très forte. On a redonné, c'est quoi à ce moment-là, avait vécu des difficultés en 2005. On a replacé c'est quoi sur ses rails, qui a donc dépassé sa compétitrice. Puis vous avez peut-être derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est à cette époque-là qu'on a fondé CKC Sport aussi. Oui, qui était une radio sportive, qui a été Ron Fournier. Yeah. Ron, qui a ouvert le micro. Alors, tous ces gens-là, qui sont des gens avec des opinions évidemment très fortes, avec des gens qui ont une éthique de travail extraordinaire, et donc, ça forme pour aller plus loin après. Fait que oui, quand arrive l'aventure avec RNC, ben il n'y a pas de... les années antérieures ont permis de bien accepter ça, puis d'encadrer ça. Puis c'est RNC qui avait ses chaînes 91.9, entre autres. Là, c'est ça. Ça, là, c'est gros. Là. Wow. Puis, tu vas avoir un passage de près d'1 an à DSJ Solutions. Et là, en 2020, le 13 janvier, alors là, tu prends les rênes de ce club que je te dirais mythique au Québec, les Alouettes de Montréal. Tu embauches M. Machocha, c'est bien ça? Ouais, et là, M. Machocha, jusqu'à présent, là, t'es
t'es vraiment satisfait de son travail. Tu corrigeras. On va même avoir ce repêchage en 2014. Là, il va nous repêcher, mais là, tu sais, attendez, un joueur québécois, parce que il y a eu certaines critiques qui disaient, non, attends, pas en 2014, je veux dire, En Machocha. 2020. Ouais, exact. En 2020, ça va être le 14e choix au repêchage. Puis là, il va nous repêcher un Québécois quand même. Actuellement, le club au niveau sur le terrain, là, on a quand même de bons joueurs. On a un quart arrière. Écoute, là, ça a l'air qu'il a connu sa carrière et son année historique là en 2019. Ça, c'est quand même des bonnes nouvelles pour les Alouettes. Mais maintenant, toi, tu as eu une mission, là. Tu as une mission qu'on t'a donnée, M. Stern. C'est vraiment, quand on t'a engagé, c'est de faire le pont entre le Québec Inc., si on peut dire ça ainsi, le monde des affaires présent sur le sol québécois, et les propriétaires. Ça, je pense que t'as sûrement en 8 mois, tu as réussi à quand même présenter, faire le lien. Je pense que tu travailles là-dessus. Ça, c'est intéressant. Ouais. Tu te dois également de conclure de nouvelles ententes de commandite avec certains partenaires au Québec. Je pense que tu y travailles fortement. Et surtout de bâtir de nouveaux partenariats. En cette période de confinement, crise, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis sur pause ou aujourd'hui tu es à Coconut Podcast, tu te fais connaître, on te voit dans les différents médias, bon, homme de communication. Peux-tu me dire vraiment, est-ce que les missions qui t'avaient été données, surtout de gagner un championnat, ça on le sait, mais est-ce que tu sens que ta liste, tu es capable de mettre les crochets aux différents points que tu te dois de répondre? Oui, je crois que tout est en place. La COVID, évidemment, a ralenti certains éléments. Pour prendre le terme à la mode, on est obligé de se mettre sur pause pendant les mois de mars, avril, mai. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui voulaient regarder les budgets publicitaires, qui voulaient regarder par en avant. On était tous à gérer, malheureusement, les ressources humaines, prendre soin de notre monde, obligés des fois de faire des mises à pied temporaires, revoir les effectifs, mieux se placer pour sortir de cette crise-là. Donc, il y a eu un moment de pause. Je vous dirais que depuis le début de l'automne, là, les conversations ont reprise de belle façon. On va voir comment on sort de la crise aussi. Les budgets marketing publicitaire, c'est souvent les premiers budgets que les entreprises coupent, parce qu'évidemment, c'est pas des gens, puis on veut protéger le produit, puis c'est très normal. Donc, il faut se distinguer d'une façon encore plus forte. Mais j'ai bon espoir. On devrait annoncer des ententes commerciales dans les prochaines semaines, j'espère. Bon espoir de ce côté-là. Certainement avant les fêtes. Le commissaire a dit cette semaine, puis vous m'avez entendu cette semaine dire aussi dans les différents médias qu'on est très optimiste pour l'année prochaine. Ça, c'est l'étape numéro 1, parce qu'avec toutes les nouvelles qu'on a eues sur les vaccins, maintenant 2 vaccins qui sont efficaces à plus que 95%. Donc, la lumière au bout du tunnel est là. On est très optimiste de jouer. Ça encourage beaucoup. Là, la vente de billets de saison va reprendre aussi. Alors oui, on est chanceux. On a un propriétaire qui, lui aussi, a sa business à s'occuper. Donc, il nous fait confiance ici au Québec, à Danny puis à moi. Et Danny, au niveau, fait un travail extraordinaire, je pense. On était le repêchage. Vous faites allusion à Marc-Antoine Decoy, qui a été notre premier choix au repêchage, qui, somme toute, sans avoir de choix de première ronde, on était satisfaits de ce repêchage-là. Et on avait quand même repêché 5 Québécois sur les 8 rondes. Alors ça aussi, ça va faire partie de notre ADN. Faut savoir que les Alouettes, on a 16 Québécois avec nous. C'est l'équipe professionnelle, probablement au monde, qui a le plus de Québécois comme joueurs actifs. Et ça va faire partie de notre ADN. C'est à nous à faire de ces joueurs-là des personnalités connues auxquelles les gens vont s'associer. C'est des joueurs qui vont dans les écoles, qui s'impliquent dans la communauté durant la saison morte, qui sont toujours disponibles. On a 2 entraîneurs aussi qui sont québécois. On a 2 Québécois dans l'équipe de recrutement.
Donc, Danny, c'est une préoccupation importante. Puis on est très, 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 très fiers on va aller chercher un championnat avec beaucoup de sang québécois, donc, qui va couler dans les veines de tous les artisans qui œuvrent pour les Alouettes. Les oiseaux. Très rapidement, Oui, en rafale. On va aller haut. Ouais, ça, Oui. oui. On est habitués à ça, là, à Montréal, là, nous autres, là. On aime les gagnants. Exactement. Alors, très rapidement, Monsieur Cicchini, l'entrevue tire à sa fin. Un retour en 2021. Randy Ambrosie, commissaire de la Ligue canadienne de football, nous dit que, d'après certaines informations, on va voir du football. Maintenant, est-ce que ça va être dans une bulle? Il y a cette possibilité d'une bulle à Winnipeg. Ça, c'est quand même la dernière des options, car vous aimeriez pouvoir jouer devant spectateurs, et on sait qu'au stade Percival Molson, vous pouvez remplir jusqu'à 25 000 personnes. Alors le vaccin, là, ça va être important quand même, mais ça, c'est des belles nouvelles. Surtout également, vous faites tout un travail de représentation auprès des gouvernements. Une aide gouvernementale fédérale en 15 secondes, ça viendrait vraiment aider la Ligue canadienne de football, puisque celle-ci est presque un service qui se devrait d'être essentiel. Je vous écoute, en Floride, le sport est essentiel. En 15 secondes, effectivement, d'abord, on est très optimiste de jouer en 2021. Je pense que quand on parle à nos médecins de l'équipe, tout ça, les gens de science nous disent que les chances sont très bonnes pour jouer devant spectateurs. Et c'est sûr que la Ligue va toujours travailler à voir. Cet été, ça a pas marché. Si jamais les négociations reprenaient, ça, c'est au niveau de la Ligue. Mais c'est sûr que les gens vont être à l'écoute. On a peut-être 22 secondes, là. J'ai peut-être dépassé un peu. Oh non, c'est 15 secondes, c'est vite. Puis le gouvernement, ben, s'il vous aide, ça va permettre de reprendre les activités encore mieux, là. Ben, tu sais, il y a plusieurs façons d'aider aussi. Je voudrais pas laisser l'impression qu'il y a des gens, tu sais, ce qui avait été, moi, tu sais, le gouvernement pourrait nous aider en achetant de la publicité, exemple. C'est comme ils font dans les journaux, comme ils font à la radio, quand ils parlent d'aider les médias contre les GAFA, ben la première chose qu'ils font, c'est acheter de la pub. Alors, ils pourraient devenir commanditaires chez nous. C'est sûr qu'on va aller les rencontrer pour qu'ils deviennent des partenaires des Alouettes. Mario Cecchini, il dit qu'il se doit de faire les choses différemment. Entre autres, on va sur votre site Internet, on retrouve cette série web. Ça, c'est intéressant. Alors, on voit que vous investissez beaucoup le numérique intégral, l'épisode 1 avec comme animatrice Annie Larouche. Ça, c'est intéressant. On nous fait découvrir c'est un peu l'arrière-boutique là, des Alouettes de Montréal, certaines entrevues d'anciens des Alouettes. Il y a même Un instant. Messieurs, dames, au bas de l'écran, je vous invite à noter le code promotionnel et surtout de vous rendre sur boutique.alouette.montréal.com. Vous regarderez et vous pourrez ainsi vous prévaloir d'un rabais de 20% à tous ceux qui écoutent cette émission. Et notez, vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous en prévaloir. Moi, j'ai fait des commandes déjà incroyables, mais ce que vous y retrouvez comme marchandises. Mario Cecchini, en es-tu fier? Aujourd'hui, on voit même que les Alouettes ont un avion qu'ils ont repeinturé aux couleurs de l'équipe. Ça, c'est sûrement gracieuseté de notre propriétaire. Ça, c'est intéressant. Il nous parle même il a ce plan de nous doter d'un stade à Montréal, de bureaux qui vous appartiendraient au centre-ville. Alors, il compte faire des investissements, là, Monsieur Stern. C'est-à-dire que d'abord, pour être précis sur l'avion, c'est une initiative de notre partenaire Linor, avec qui on a une entente de 10 ans. Donc, en toute justice, ça a été fait avant nous. On vient de l'annoncer là. Ce deal-là était en progrès. Donc, oui, en fait, ce qu'on souhaite, c'est un stade de pratique, pour être clair. C'est vraiment un endroit où un des défis que les Alouettes ont, c'est d'être dans 2 bureaux.
Et c'est vraiment pas idéal. Et cette année, on n'était même pas dans un bureau. Alors, on était chacun chez nous. Alors, ça aussi, c'est un défi colossal à travers cette pandémie-là d'essayer de bâtir une nouvelle culture. Mais essentiellement, oui, on a des projets, on parle avec les villes, on a parlé avec des gens, on a été étudier ça. La pandémie, on a lancé une balle, nous a ralenti un peu, mais essentiellement, on a ce souhait-là de tous être ensemble, d'être impliqués dans la communauté et de tous retrouver le terrain, les joueurs, l'admin, le gym, Les fans. la salle média, tout ça, qui va faire encore plus pour revenir à ce que oui, à un endroit où les fans peuvent venir voir les pratiques, effectivement, puis qui va donner plus de jus, des choses comme Intégral que vous avez cité, avec Annie qui présente l'actualité, si on veut, ben, quand tout ça est à la même place, c'est encore plus facile. Tu sais, en ce moment, on a réussi ça, même si on est chacun chez nous. Fait qu'imaginez, quand on va tous être ensemble à la même place, comment c'est encore plus facile. Alors ça, pour nous, ça va être quelque chose de très important. Puis pour te laisser la dernière question, on sait que pour Mario Cecchini, l'agilité, c'est important. Mais à plusieurs degrés, mais surtout pour décrocher. Mario Cecchini, il a peur qu'il fait du ski alpin un petit peu. Et surtout, Mario Cecchini, c'est quelqu'un qui est vraiment un militant pour la justice sociale. Lorsqu'il avait ses bureaux à la place Ville-Marie, on y retrouvait des portraits tels de Martin Luther King, entre autres. J'aimerais de John Fitzgerald Kennedy, qui était pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Beaucoup de ton personnel sur le terrain est composé de joueurs issus de la communauté noire, afro, de divers horizons. On aimerait t'entendre sur les différents soubresauts au niveau social. On a vu que certains joueurs de ligues professionnelles ont pris position. Mario Cecchini, bon, lui, il a toujours été quelqu'un proche de son monde, mais on aimerait t'entendre en 15 secondes, très rapidement, sur toi, tout ton engagement en ce sens. On sait que tu travailles, tu fais du bénévolat, tu sièges sur des conseils d'administration. On aimerait t'entendre pour terminer, et tu termines en faisant tes remerciements et tes suggestions, bien sûr. On t'écoute. Merci d'abord de m'avoir reçu, effectivement. C'est très, très... c'est un grand honneur d'avoir été à votre micro. Martin Luther King, pour moi, vous avez des recherchistes excellents. C'est une photo, un poster qui est dans mon bureau. Lui et JFK qui me suivent depuis 30 ans. Alors, j'ai ça dans tous mes bureaux depuis 84. Ça a été vraiment pour moi des inspirations. Il y avait, je ne ferai jamais de parallèle parce que toute comparaison est boiteuse, mais les gens oublient qu'il y a des Italiens qui ont été internés aussi au Canada durant la guerre, au début du siècle et à la fin de l'autre siècle. Puis quand on pense à tout ça, ça te rend encore plus sensible à comment tout est fragile. Puis, ce que les États-Unis vivent en ce moment, quand on parle de démocratie, là, on s'en aperçoit encore plus que c'est fragile. Alors, je pense que notre société, il faut en prendre soin. Il faut avoir cette ouverture-là à l'autre sans s'oublier. On n'est pas en train de dire de faire de l'abnégation, mais il faut être capable de comprendre d'où ça vient. Puis quand est arrivé tous ces événements de George Floyd, entre autres, au printemps passé, les Alouettes ont pris position. J'ai été honoré d'avoir été invité pour parler au ralliement au mois de juin de Black Lives Matter. C'était une expérience unique et d'entendre les histoires. Et on avait demandé à ce moment-là à notre coach, Carrie Jones, notre corps arrière, Vernon Adams et Enoch Mwamba, de faire une conférence aux employés. Oui, effectivement. Et puis, ça a été, tout le monde a beaucoup apprécié. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'écouter, comprendre aussi le côté, tout ce que le poids des mots. Le poids des mots, ce que ça veut dire, l'acceptation. Alors, ça a été une année qui m'a ramené dans ces combats-là
qu'on regardait comme en grandissant, sans trop saisir. Mais je savais que on dirait que d'une façon intrinsèque, tu dis c'est impossible que quelqu'un vive ça, là. Les histoires, ça se peut pas en 2020. Non, en 2020, jamais. Mais encore aujourd'hui, quand on entend parler de... Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand Kahari, notre coach, m'a dit, tu sais, nous, les gens de la communauté noire, il faut avoir une conversation à un moment donné pour dire, tu vas rencontrer un policier, si ta voiture, tu vas te faire arrêter. Là, il parlait des États-Unis surtout, mais sûrement que ça se passe ici. Puis il dit, tu laisses tes mains sur le volant, tu fais pas de... Et je me disais, mais ça se peut pas, là. Je me voyais pas, moi, avoir cette conversation-là avec ma fille. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait que moi, j'ai pas à l'avoir? Alors, c'était un peu particulier, tout ça. Puis ça m'a frappé quand Kahari m'a parlé de ça, puis que Enoch m'a dit la même chose, puis que Vernon a dit absolument. Vernon a un poupon en ce moment de 6 mois. Là. Alors, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui n'est pas normal, qui est venu me toucher d'une façon très forte, même si j'ai lu beaucoup sur ça, tous les combats qu'on connaît des années 60, qui pour moi ont été très éclairantes, malgré la violence qu'il y avait dans ces... Les gens ne se rappellent pas, mais il y avait beaucoup de violence aussi, mais c'est vraiment... C'est une décennie qui a fait éclore beaucoup de... qui a fait éclater les stéréotypes et qui a fait quand même avancer beaucoup, même si on n'est pas encore rendu là où on devrait être. Alors, encore une fois, plus que 15 secondes, mais c'est un sujet délicat, c'est un sujet important, c'est un sujet que je pense que comme des équipes comme les Alouettes doivent s'impliquer, doivent montrer le chemin, doivent, en fait, pas la prétention de montrer le chemin, mais en tout cas doivent participer à cette marche vers une société donc beaucoup plus inclusive, qui a moins peur, qui est plus ouverte et qui va donner donc des lendemains qui vont être beaucoup plus sereins et sain pour tous. Je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter. Là. Mario Cecchini, Signor il Presidente, incroyable. Écoute, j'en reste bouche bée. Tu es une encyclopédie sur pied. Sérieux, on va te souhaiter la meilleure des chances, mais toi, le dur labeur, ça rapporte et depuis tes tout débuts, tu es un bosseur, si on peut le dire ainsi. Écoute, la communauté de Coconut Podcast va appuyer les Alouettes. Moi, là, la prochaine émission, j'ai fait ma commande. Je vais porter fièrement mon jersey, si je peux le dire comme ça, mon chandail. Ouais, absolument. Et on va inciter les gens à vous suivre. 2021, Perceval Mawson, en septembre, ça a de l'air, là. Puis je vais avoir... J'espère avant, mais on va être là. Un peu avant, superbe. Mario Cecchini, grazie mille, grazie mille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Très gentil. Messieurs, dames, nous étions avec le président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini, un homme à découvrir si vous ne le connaissiez pas encore, le gourou des communications au Québec, aujourd'hui à la tête d'un club mythique, les Alouettes de Montréal. Je vous invite à vous rendre à la boutique en ligne des Alouettes et surtout, je me dois de vous dire, comme à l'accoutumée, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Et comme on dit en langue autochtone, Niawen, au revoir!